Montréal en mode sport. Premier tour de piste pour les pilotes du Grand Prix du Canada. Également, ce soir, adolescent au moment du crime, le meurtrier de Daphné Jolivet, jugé comme un adulte. Il avait l'âge développemental d'un adulte lorsqu'il s'est introduit dans le domicile des Jolivet. Chimé Baraka Saïba ne ressortira pas avant un minimum de 10 ans. Et l'écope de la prison à perpétuité. Et des Québécois présents à la 79e édition du Festival de Cannes. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. Disons que ce ne sont pas les événements sportifs qui manquent depuis les derniers jours avec le Canadien de Montréal en finale de l'Association de l'Est, la Coupe Walter qui a été remportée par la victoire. Et là, eh bien, c'est le Grand Prix du Canada qui a débuté aujourd'hui à Montréal. La métropole est carrément en effervescence. Les rues débordent d'amateurs de course automobile. La rue Crescent, comme à son habitude, est bondée. Et j'accueille justement maintenant en studio l'annonceur maison du Grand Prix du Canada à Montréal, Mickey Guerrier. Bonsoir, Mickey. Salut, Sabrina. Donc, d'abord, cette année, il y a plusieurs nouveautés quand même pour ce qui est du Grand Prix du Canada, notamment la Formule 2. Pourquoi il y a autant de nouveautés quand même cette année? Bien, la Formule 2, c'est des circonstances géopolitiques, comme il n'y en a pas eu au Moyen-Orient avec la situation qu'on connaît. Bien, le Grand Prix du Canada, l'organisation a proposé que la Formule 2 se tienne à Montréal. Et comme ils allaient aussi à Miami, bien, on a fait une étape Amérique du Nord, si on veut, en quelque sorte. La Formule 2, c'est important parce que c'est un peu l'antichambre de la F1. 17 des 22 pilotes actuels en F1 sont passés par la Formule 2. On pense entre autres à Isaac Hadjar, qui était là il y a 2 ans. Lindblad également y était l'an dernier. Donc, c'est quand même un circuit important, des voitures performantes, légèrement différentes des F1, mais quand même pas très éloignées. Donc, ça donne quelque chose de très intéressant. Et il y a également une course sprint, un format plus court également, mais ça donne l'occasion d'avoir les F1 en piste pour des situations de course encore plus importantes que les essais libres. Oui, puis il y a eu justement des séances d'essais libres aujourd'hui. Dis-moi comment ça s'est passé, toi qui as été sur le terrain aussi toute la journée, l'ambiance déjà sur le circuit Gilles Villeneuve? L'ambiance était extraordinaire. 3 drapeaux rouges pendant cette séance d'essais libres. Et il faut l'expliquer par le fait que, comme le disait Valtteri Bottas, c'est un circuit qu'on utilise une seule fois dans l'année. Donc, bon, il y a de la poussière, l'adhérence est beaucoup moins grande que d'autres circuits qui sont utilisés à l'année longue pour d'autres formes de course, par exemple. Donc, ça explique pourquoi la piste est un peu plus glissante et un petit peu différente. Donc, 3 drapeaux rouges, effectivement, pour la seule séance d'essais libres. Donc, ça rend les choses encore plus corsées pour le reste de la fin de semaine. Et là, on a quand même Mercedes qui s'impose comme favori, là, quand même, à Montréal. Là. Oui, encore une fois, on sait que Kimi Antonelli est le leader de la course au championnat. Aujourd'hui, c'est son coéquipier George Russell qui a terminé le plus rapide, en fait, pour la course sprint de demain. Antonelli tout juste derrière lui. Il y a Lewis Hamilton qui est très confortable aussi sur le circuit Gilles Villeneuve. Il a remporté son premier championnat en 2007 à cet endroit, ici même à Montréal. Donc, toujours très confortable. Charles Leclerc, lui, partira 4e. Donc, quand même, beaucoup d'actions, mais effectivement, encore les Mercedes qui sont favorites. Et là, j'ai envie quand même qu'on change complètement de sujet. On va rester dans le domaine du sport, bien sûr, mais c'est-à-dire que depuis les derniers jours, les dernières semaines, on vit vraiment au rythme du sport. Et là, demain, match numéro 2 entre les Hurricanes et le Canadien de Montréal. Dis-moi, ça a été un premier sacré bon match. Demain, est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à un revirement, là, que les Hurricanes se réveillent? Ça serait pas impossible et même que ça serait souhaitable pour les Hurricanes, mais je serais pas surpris que le Canadien sorte encore très fort et réussisse une performance qui nous surprend. Pourquoi? Parce que le Canadien ne cesse de nous surprendre depuis le début de la saison. Mais oui, ça va être difficile de remporter 2 matchs sur la patinoire adverse. Mais le Canadien a eu du succès toute la saison sur les patinoires adverses. Exact. Même chose en séries éliminatoires. Donc, faut pas être surpris de leur performance surprenante. Mais ça va être un match beaucoup plus serré, j'ai l'impression, demain, parce que les Hurricanes vont vouloir se reprendre et ne voudront pas tirer de l'arrière. 0-2 après 2 matchs à domicile dans cette série finale de l'Est dans la Ligue nationale de hockey. Vraiment. Mais on a vu quand même que le premier trio s'est un peu réveillé lors du dernier match. Il était temps, c'est ce qu'on pourrait dire. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Mickey. À bientôt, Sabrina.
Bon, et en parlant de Formule 1, l'ancien pilote automobile Gilles Villeneuve a été honoré aujourd'hui. Il a été officiellement le désigné personnage historique du Québec. Le pilote a remporté 6 Grands Prix avec l'écurie Ferrari et c'est le seul Québécois à avoir remporté la course de Montréal. C'était en 1978. Avec cet honneur, Gilles Villeneuve rejoint notamment les Maurice Richard, La Bolduc, Félix Leclerc et René Lévesque. C'était un geste qui s'imposait, vraiment. Un geste qui était attendu de longue date. Grâce à lui, le Québec a brillé partout de par le monde. Et les Québécois en ont été et continuent de l'être très fiers. Au-delà de ces victoires et des statistiques, ce qu'on aimait, ce que vous aimiez de mon père, c'était son authenticité, je l'ai entendu dire tantôt, son audace pure, et c'était aussi son refus viscéral d'abandonner. La tournée du trophée de la Coupe du monde de la FIFA s'est arrêtée aujourd'hui au stade Saputo à Montréal. Et ça survient alors que dans quelques semaines, il y a plusieurs matchs qui vont être disputés à Toronto et Vancouver. Marie Cassimard en a profité pour y rencontrer des passionnés du ballon rond. Dans 3 semaines, le Canada va accueillir la Coupe du monde de soccer. C'est un événement historique. Mais aujourd'hui, à Montréal, les célébrations ont déjà commencé. What emotion comes to you first when you touch the FIFA Cup? I remember the day that after the final, we won the trophy. We came back to Italy, and the people was crazy. This is the best thing when you see the people. C'est comme si le fait d'avoir cette Coupe du monde rendait peut-être plus accessible ce sport-là, plus près de nous, parce qu'on a l'impression que ça se passe toujours ailleurs. Oui, moi toujours les Coupes du monde quand j'ai grandi, c'était toujours faut aller ailleurs pour la regarder. Faut la voir, c'est comme si c'était le sport d'ailleurs. Et là, maintenant que c'est un sport de prédilection au Canada, puis qu'elle est au sol canadien, je pense que ça va juste ancrer encore plus que on fait partie de cette famille de soccer. Un jeune d'ici peut vraiment rêver à dire « Moi, je veux participer et représenter le Canada un jour à une Coupe du monde. » Pour quelqu'un qui veut devenir joueur de soccer, c'est un peu le trophée le plus prestigieux. Toi, tu veux devenir joueur de soccer? Tout le monde ici. Ouais, devenir joueur professionnel. Jouer pour représenter notre pays pour la Coupe du monde. La Coupe du monde, c'est un trophée historique qu'on peut presque jamais voir. C'est une fois dans une vie, en fait. Ouais. Fait que là, vous l'avez vu tout à l'heure, le trophée. Là. On a manqué de l'école pour venir. Vous avez manqué de l'école. OK, vous êtes des vrais passionnés. C'est un moment important. Et on va surtout... Ça m'étonnerait qu'on le revoie. Alors, on a manqué l'école juste pour venir pour voir le trophée. On parle de la fièvre du hockey là, depuis des semaines. Pourquoi est-ce que le soccer, c'est un sport qui est si le fun, si accessible, que vous avez envie de faire vivre à vos enfants? Je pense que ça va plus loin que le soccer. Toute l'ambiance qu'il y a autour du soccer, toute l'excitation qui monte tranquillement au Canada, c'est plus gros que seulement le sport. Qu'est-ce qu'il faut suivre là, durant cette Coupe du monde? Qui on suit? Quelle équipe on suit? On suit le Canada parce que c'est notre pays. Ouais. Sentez-vous que justement l'arrivée de la Coupe du monde au Canada va susciter peut-être de la curiosité, de l'éveil chez cette jeune génération? Ici, quand le CF Montréal est arrivé, on a vu déjà un début d'engouement qui se concrétisait. Puis sincèrement, d'un point de vue municipal, là, les jeunes nous demandent de plus en plus d'avoir accès à des installations de qualité au niveau des plateaux, notamment de soccer à travers la ville. Donc, on voit vraiment que le besoin est là, que la volonté de pratiquer ce sport-là est là. I think it's growing up slowly. Because you have hockey, I know the culture in this city. We have to respect this, yeah. But I think the most popular sport in the world is soccer, and it's going to grow in Montreal, in Canada too. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info. À Québec maintenant, le meurtrier de Daphné Jolivet a été condamné à la prison à vie. En 2023, la femme de 19 ans a été tuée et violée à son domicile. C'est donc une peine pour adulte qui a été infligée au criminel, même s'il était mineur au moment des faits. Le reportage de Caroline Dumont. La prison à perpétuité, c'est la décision qui a été rendue ce matin à l'endroit du meurtrier de Daphné Jolivet pour le crime sordide qu'il a commis le 25 octobre 2023. Le juge José Réaume rendait ce matin sa décision sur une demande déposée par la Couronne afin qu'une peine pour adulte s'applique dans le dossier de Chimé Baraka Saïba, qui avait 16 ans au moment des crimes. Ce jugement pour le moins étoffé se base sur l'âge comportemental de l'accusé, la nature et la gravité des gestes posés, de même que sur les conséquences sur les victimes. C'est un adolescent qui a commis l'infraction. Il a reçu la plus haute distinction en Chambre de la jeunesse, soit d'être assujetti à une peine pour adulte, vu le caractère des gestes.
étant donné qu'il avait l'âge développemental d'un adulte lorsqu'il s'est introduit dans le domicile des Jolivet. Évidemment, soumettre un adolescent à une peine pour adulte n'est pas chose courante et ça demande énormément de travail de la part des enquêteurs et procureurs. D'ailleurs, dans ce cas-ci, des évaluations ont été demandées afin de valider les informations récoltées. Il faut démontrer, hors de tout doute raisonnable, qu'il a l'âge développemental d'un adulte. Évidemment, l'équipe du service de police, également des procureurs, a mis tous les efforts nécessaires pour protéger la société. Vous l'avez entendu, le juge en vient à la conclusion qu'il y a un risque qui est important et significatif pour la protection du public. Alors, visiblement, le juge a utilisé les outils que la loi lui a donnés pour faire en sorte que la Ville de Québec soit en sécurité. Rappelons que le 25 octobre 2023, Baraka était entré de façon aléatoire dans la résidence des Jolivet pour s'emparer d'un couteau de cuisine et de descendre au sous-sol. C'est à ce moment-là qu'il s'en était d'abord pris à Olivier, le frère de Daphné, avant d'agresser sexuellement cette dernière et de la tuer. La peine qui a été prononcée aujourd'hui implique qu'il ne pourra pas demander de libération conditionnelle avant une période d'au moins 10 ans. Bien sûr, la procédure de ce matin a été extrêmement émotive. De nombreux proches de la famille des Jolivet étaient présents, de même que les parents de l'accusé. Un moment particulièrement chargé d'émotions a été celui où le juge procédait à la lecture de l'interrogatoire ou de la déclaration, en fait, qu'Olivier, le frère de Daphné, a fait aux policiers à la suite de son réveil à l'hôpital, dans lequel, d'ailleurs, il détaille avec énormément de précision les événements qui venaient de survenir. Vous l'avez tous entendu, la déclaration d'Olivier, c'est touchant. Tout être humain, sensé, ça vient le chercher. Et évidemment, aujourd'hui, ils peuvent se sentir en sécurité. Parce que Chimé Baraka Saïba ne ressortira pas avant un minimum de 10 ans. Alors, le sentiment de sécurité chez eux est très important. Du côté de la défense, on a simplement fait savoir qu'on allait analyser la décision afin de déterminer si on irait ou non en appel. Les deux parties se rencontreront tout de même la semaine prochaine pour débattre d'autres dossiers, notamment celui de la tentative de meurtre et de l'agression sexuelle. Au Palais de justice de Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info. Toujours sur la scène judiciaire, l'avocat Daniel Rochefort, qui est accusé de crimes sexuels, va rester détenu jusqu'à son procès. Le juge a rendu sa décision en après-midi aujourd'hui au Palais de justice de Montréal. L'homme de 72 ans est accusé notamment d'agression sexuelle sur des mineurs et de production de matériel pédosexuel. Il y a 9 nouveaux chefs aussi qui ont été déposés dans une autre affaire, donc incluant agression sexuelle et contact sexuel pour des gestes qui auraient été posés entre 2007 et 2012. En Alberta, la population va pouvoir décider en octobre prochain si le processus qui mène à l'indépendance doit être enclenché. Comment ce référendum est perçu par le mouvement indépendantiste québécois? Eh bien, Elliott Tremblay est allé à la rencontre de militants. I will be requesting our government add an additional question to the October 19th referendum vote announced previously. Ça fait des mois que des groupes albertains font signer des pétitions. Il y en a qui veulent quitter le Canada, d'autres qui veulent rester. Il y a même une pétition pour rester qui a récolté plus de 400 000 signatures. Mais celle pour l'indépendance a été bloquée en cours. Et c'est une décision qui a choqué Danielle Smith. Alors, son gouvernement a décidé de prendre les devants et de poser sa propre question aux Albertains. I support Alberta remaining in Canada. That is how I would vote on separation in a provincial referendum. It is also the position of my government and my caucus. However, despite my personal support for remaining in Canada, I am deeply troubled by an erroneous court decision that interferes with the democratic rights of hundreds of thousands of Albertans. Donc voilà, l'Alberta va entrer en référendum pour voir si elle entrera en référendum par rapport à la souveraineté de sa province. Et je suis allé voir comment les gens ici au Québec perçoivent cette décision de l'Alberta. La volonté souverainiste en Alberta n'est pas aussi élevée que celle du Québec dans les sondages, donc je ne sais pas à quel point ça va influencer le Québec, mais certainement des choses qui se passent entre le PQ et les gouvernements en place en Alberta. Donc... Ah, ben c'est leur choix à eux, là. Nous, on n'a pas à se mêler de ça. De toute façon, je suis souverainiste, là. Tu sais, je veux dire, je peux pas aller contre. Ben, je l'espère, pour vrai, parce que ça peut qu'apporter du bien, je pense, au Québec. Ensemble, on peut aller très loin. Avec l'amour, la compréhension, les idées, on peut aller loin. Parce que le Canada, c'est la plus belle beauté au monde. C'est l'union fait la force. Ça, c'est la vérité. Là, je m'en vais rencontrer la présidente des Oui Québec, un mouvement de mobilisation pour l'indépendance du Québec.
Est-ce que ça pourrait mettre de l'huile sur le feu du mouvement ici au Québec? Je pense que ça va nous permettre d'observer comment le gouvernement fédéral va se gouverner envers l'Alberta, hein, puis c'est ce qui va être intéressant pour nous, les indépendantistes. C'est sûr que moi, je souhaite que tous ceux qui veulent s'autodéterminer, comme l'Alberta veut le faire, puissent le faire, évidemment, de la façon la plus bienveillante, démocratique possible. Je comprends que c'est leur souhait, mais ça reste deux causes qui sont vraiment différentes. En fin de semaine, les Oui-Québec organisent un événement qui s'appelle Faire pays, où on va discuter de l'indépendance du Québec. Il est fort à parier qu'on va aussi parler de la décision de l'Alberta. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. Aux États-Unis maintenant, la chef du renseignement a donné sa démission qui sera en vigueur dès le 30 juin prochain. Tulsi Gabbard est la 4e membre de l'administration Trump à quitter ses fonctions en 3 mois. Pour expliquer sa décision, la politicienne a révélé que son mari souffre d'une forme rare de cancer des os. Plusieurs médias l'ont décrite comme fragilisée à la suite de ses propos récents sur la guerre avec l'Iran. Et par ailleurs, le président américain a rencontré les principaux responsables de la sécurité nationale aujourd'hui. Donald Trump réfléchit toujours à la suite à donner concernant le conflit avec l'Iran. Cette réunion a eu lieu alors que les négociations se poursuivent pour tenter d'en arriver à un accord durable. Des délégations du Qatar et du Pakistan se sont rendues à Téhéran, mais des divergences profondes subsistent entre les positions américaines et iraniennes. Nous sommes à quelques heures de la cérémonie de clôture du 79e Festival de Cannes qui célèbre bien sûr le cinéma. Il y a de nombreux Québécois qui vont y participer, dont l'habitué Xavier Dolan et Monia Chokri. Et pour en parler, je joins le journaliste Henri Arnaud à Cannes, en France. Bonsoir Henri. Bonsoir. Bonsoir à tous, Sabrina. Alors d'abord, quels sont les films qui ont retenu l'attention lors de cette 79e édition du festival? Alors, il y a 2 films, en présence d'ailleurs de Québécois ou d'actrices qui sont adorés en France comme au Québec. On va commencer par la grande saga De Gaulle, une épopée en 2 parties. Le premier film sort d'ailleurs au Québec au mois d'août prochain, avec Neil Schneider, qui est franco-québécois, avec lequel j'ai discuté pas plus tard que ce matin. Il a grandi, passé toute son adolescence à Montréal. Il adore le Québec. Il incarne le général Leclerc aux côtés de Charles de Gaulle. C'est vraiment un grand film, une grande épopée. Et puis aussi Marion Cotillard, très connu et proche de Xavier Dolan, qui était là avec Karma, le nouveau film réalisé par son ancien compagnon Guillaume Canet. Et ça, Sabrina, c'était surprenant parce que j'ai rencontré à la fois Marion et Guillaume et on a l'impression que depuis qu'ils sont séparés, ils sont encore plus proches et presque amoureux l'un de l'autre qu'auparavant, tu vois. C'est quand même assez impressionnant. Tout ça, bon, tu as nommé quelques Québécois qui étaient là, mais il y a des films québécois, donc bien sûr, qui ont été présentés pendant le Festival de Cannes. Ça a été le cas d'Amour Apocalypse, là, avec Patrick Yvon, notamment. Alors, c'était surtout présent au marché du film, c'est vrai. Il y avait énormément de Québécois. Le week-end dernier, le samedi, c'était même la journée Le Québec à Cannes 2026, avec le ministre de la Culture québécois qui a fait le déplacement de Montréal. J'étais à ce cocktail, il y avait probablement plus de 400 personnes. Donc, autant te dire que le Québec, que ce soit en long métrage au marché, en court métrage en compétition, ou avec tous ces gens-là, était très, très bien représenté à Cannes cette année. Et sinon, à quoi on peut s'attendre pour la cérémonie de clôture qui va avoir lieu demain soir? Alors, il y a deux films qui ont particulièrement reconnu l'attention. Je vais en citer un seul. Les Ravis, ce sont des Espagnols. Le film est avec Penélope Cruz et Glenn Close notamment. C'est l'histoire LGBT de 2 hommes sur plusieurs décennies. Ça commence en 1932, ça se termine en 2017. Le film a littéralement surpris tous les spectateurs hier soir. J'étais dans la salle, 20 minutes d'ovation. Si c'est pas ce film-là qui remporte la Palme d'Or, ça sera vraiment la grande surprise ici. Vraiment. Et sinon, bon, peut-être en terminant, là, je sais que ton horaire est chargé lorsque tu es au Festival de Cannes. Ce soir, est-ce qu'il y avait des festivités particulières encore auxquelles tu as participé? Alors, c'est une bonne question, Sabrina, car c'est pratiquement la fin du festival pour tout le monde. Et on voit que tout le monde commence à être fatigué. Hier soir, c'était l'âme phare à l'hôtel du Cap d'Antibes, avec Robbie Williams, avec Laizo, qui sont venus assurer le show et chanter. Il y avait beaucoup de people, hein, comme Heidi Klum, Eva Longoria, ou encore Sharon Stone. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde essaye de récupérer de cette très très longue soirée. Parce que de toi à moi, Sabrina, je pense qu'on s'est tous couchés à 6 heures du matin. Oh là là, OK, quand même. C'est des soirées qui sont assez longues. Henri, merci beaucoup et on te souhaite une bonne fin de festival.
Toujours un plaisir, merci. Bye-bye. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Sabrina. Bon, à Montréal, il y a plein d'activités toute la fin de semaine, bien sûr, en lien avec le Grand Prix de Formule 1. Qui nous propose une programmation 100% canadienne pour ces spectacles. Demain, spectacle de Bryan Adams et dimanche, Ali Shakira qui sera là. Je suis allé faire un tour sur le site du Grand Prix. Toujours possible de vous procurer des billets en admission générale. Il y a également des différents forfaits là, qui vous proposent aussi d'avoir accès aux courses. Également, il y a sur la rue Crescent, évidemment, qu'à l'extérieur, ça grouille. Là. Vous allez voir des images, là, vous les voyez, c'est des voitures de luxe. Il y a des arcades, donc plusieurs activités extérieures. Dans plusieurs restaurants aussi de Montréal, différents bars, on a des soirées qu'on vous propose, là, thématiques Grand Prix. Donc, c'est assez festif là, un peu partout. Ouais. Bon, et toujours dans la métropole, c'est le Myland en fête. 4e édition de ce festival qui vous propose de déambuler dans les différentes rues du Myland où est-ce que c'est animé. On a différentes performances musicales, donc c'est possible de découvrir différents artistes. Il y a plusieurs activités familiales, donc 4e édition du Myland en fête. Ça se passe toute la fin de semaine à Montréal. Et on s'en va maintenant à Sherbrooke parce que c'est le Festibière qui se poursuit demain. C'est le moment de découvrir des bières, évidemment, de découvrir des cidres, de découvrir des vins, des spiritueux, de rencontrer les producteurs de chez nous. On fait de l'alcool de qualité au Québec. C'est le moment d'aller rencontrer plusieurs exposants. Et il n'y a pas que... Il y a des produits, évidemment, sans alcool, mais il n'y a pas que de l'alcool. Il n'y a pas que des spiritueux, des bières au Festibière. Il y a également des spectacles et on va compléter le Festibière de Sherbrooke demain avec un gars que j'adore, Jay Scott, et on l'écoute avec son méga succès Woodstock. Je suis de moins en moins peace and love. Il y a des bonnes chances que ça revole. Je t'avais de break stuff. Oh my God. Et maintenant, il y a un autre festival, cette fois d'humour et de musique, et ça se passe cette fois-ci en Outaouais à Gatineau. Saucette en chaussettes. C'est quasiment un virlangue, dire ça. Ouais, c'est le fun. Mais là, c'est le temps de sortir vos chaussettes un peu éclatées, colorées, de sortir vos gougounes. C'est un festival pour ça où on mélange musique, on mélange humour, entre autres spectacle des Dead Obies, Ariane Roy en humour, Léa Streliski également qui sera là. C'est toute la fin de semaine, c'est complètement gratuit et ça a lieu dans le centre-ville de Gatineau. Oui, tout à fait, dans le Vieux-Hall. Et sinon, on termine ça avec le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Où on met de l'avant des tonnes de guitaristes, des guitaristes qui viennent du Québec, du Canada, qui viennent de partout dans le monde. Ça dure 8 jours. C'était le coup d'envoi qui a été donné aujourd'hui avec les Bleu Jeans Bleus. 22e édition, c'est jusqu'au 30 mai. Donc, les amateurs de guitare, ben, c'est pour vous ce festival-là, le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Encore une fois, un week-end bien complet grâce à tes suggestions. Merci beaucoup, Raphaël. Bon week-end. On s'ennuie pas partout au Québec. Non, vraiment pas. Bye-bye.